peux mettre une somme ici, il n'y avait pas les intégrales. Bon. Donc qu'est-ce qu'a dit sur un groupe discret, comme on dit, d'accord? Donc qu'est-ce qu'a dit Heisenberg? Eh bien, il a dit, c'est pas ça qu'on voit expérimentalement. Ce qu'on voit expérimentalement, c'est cette règle-là. Du alpha bêta plus. Donc il a dit, ben, je vais prendre une quantité, je vais l'appeler grand A, et puis je vais calculer le produit de A par B en alpha gamma. Et bien ça va faire la somme des A alpha bêta multiplie B bêta gamma. Et ça, c'est simplement à cause de la règle physique. Et alors, quand vous faites ça, ben, tout mathématicien sait que ça, c'est des matrices. Et donc, vous êtes en train de faire le produit de deux matrices. Et alors, l'extraordinaire nouveauté de ça, tout de suite, trouvé à Heisenberg, c'est que les matrices, elles ne commutent pas. C'est-à-dire que si vous faites le produit dans votre ordre, au lieu de faire AB, vous faites BA, ça ne vous donne pas le résultat. Donc la découverte énorme qu'a fait Heisenberg, c'est que quand vous travaillez avec des systèmes microscopiques, la règle usuelle qui vous permet de commiter, de permuter les observables, les petits observables, ne marche plus. Donc il faut faire beaucoup plus d'attention. Ça signifie que quand vous travaillez dans le microscopique, il y a une subtilité qui se présente. Cette subtilité, elle apparaît avec un coefficient qui est tout petit, qu'on appelle la constante de Planck, qui intervenait dans la formule de tout à l'heure, ce qu'on appelle H. Donc la subtilité apparaît avec le coefficient H. Mais ce qui est extraordinaire, donc, c'est que la physique, par ses résultats expérimentaux, vous oblige à être beaucoup plus précautionneux et à faire beaucoup plus attention quand vous faites des calculs. Vous n'avez plus le droit de permuter librement les termes. Alors, donc ça a été une découverte extrêmement importante. Et après, donc, Heisenberg, donc ça c'était en 1925, très peu de temps après, il faut bien comprendre que dans la découverte de Planck, on va le voir tout de suite, mais dans la découverte de Planck et dans le mot quantique, il y a intégralité. C'est-à-dire, il y a le fait que le principe qui nous dit que l'énergie est quantifiée, c'est-à-dire qu'elle est un entier. Un entier positif. C'est-à-dire que quand vous regardez un oscillateur, vous allez seulement avoir les énergies possibles qui sont des multiples entiers de H. Alors évidemment, ça correspond à la théorie d'Einstein, du photon, etc., ça crée toutes sortes de choses. Mais mathématiquement, a priori, ça paraît, le fait de parler d'un entier, paraît a priori complètement incompatible avec cette histoire de non-commutativité et de matrice. Et c'est Paul Dirac qui a eu une idée merveilleuse, qui a été le début de la théorie nucléaire, de ce qu'on appelle la physique nucléaire. Et donc son idée, ça a été la suivante, c'est ce qu'on appelle la quantification de l'électromagnétisme. L'idée de Paul Dirac est la suivante, c'est que comment est-ce qu'on va dire qu'un nombre est un entier positif? Si on le dit de manière brutale, on fait du Bohr. Et Bohr, ça marchait bien, il y avait des conditions de quantification, etc., mais c'était assez limité. Quelle a été l'idée de Dirac? Eh bien, l'idée de Dirac, ça a été de dire qu'en fait, ce qu'avait trouvé Heisenberg, c'était des nouveaux nombres, que Dirac appelait les cumulants, c'est-à-dire c'est des nombres quantiques. Ce n'est pas des nombres ordinaires, bon, on peut le penser en tant qu'opérateur, mais en fait, ce n'est pas des nombres ordinaires, ces nombres ne commutent pas entre eux. Et le fait d'avoir des nombres qui n'auront comme valeur que des entiers positifs, c'est quoi? Eh bien, c'est la relation de commutation qui vous dit que quand vous prenez un nombre et son complexe conjugué, qu'on appelle A étoile, d'accord? Eh bien, on sait qu'il ne commute pas. Donc, A étoile, ça ne va pas faire la même chose qu'A étoile. Mais la règle qu'a imposée Dirac, qui est incroyable, il a imposé que A étoile, ça vaut A étoile A plus 1. Alors, pourquoi est-ce qu'on a déduit les entiers? Pourquoi est-ce que cette règle-là vous donne les entiers? Elle vous donne les entiers pour deux raisons, qui sont très simples à expliquer. La première, c'est que quand vous prenez un élément de la forme A étoile A, c'est comme quand vous prenez un nombre complexe de la forme Z bar Z. Un nombre complexe de la forme Z bar Z, il est positif. C'est un nombre réel et positif. Donc, un nombre de la forme A étoile A, il est forcément positif. Bon. Alors maintenant, pourquoi est-ce que ce nombre-là, il doit être entier? Pourquoi est-ce qu'il doit être entier? Eh bien, il y a un autre phénomène qui est très simple à démontrer, qui est que
les nombres de Dirac, ou les opérateurs, si vous voulez, dans l'espace de Hilbert, pour être plus savant, ils ont la propriété que, bien qu'ils ne commutent pas, le spectre d'un produit AB, c'est la même chose que le spectre de BA. Donc le spectre de AB est égal au spectre de BA. Je vais faire une petite parenthèse avant de continuer. C'est pour vous expliquer, si vous voulez, que, en fait, ce fait que l'on doit être sensible à la non-commutativité, c'est un fait auquel tout le monde est habitué tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Pourquoi? À cause du langage courant. Je vais faire un petit break comme ça. Donc, une fois, si vous voulez, j'ai reçu, j'espère que vous m'en souvenir, j'ai reçu un email de quelqu'un que je connaissais bien et j'ai cru qu'il était devenu fou. Il m'a envoyé un email et dans son email, il m'a dit « Je suis alençonné et non alsacien. Si tu veux un conseil nana, rendez-vous au coin anal. » J'ai dit « Ça va, d'accord. Et puis, j'ai réfléchi, et j'ai compris que si on appliquait la commutativité, répondons à Lincoln qui est écrit 4 fois. D'avoir réfléchi. Donc, j'espère que vous saisissez la nuance. Donc, si vous voulez, la nuance du microscopique, du quantique par rapport au classique, c'est celle-là. C'est une nuance qui vous dit que quand on travaille dans le microscopique, il faut faire attention. Mais il y a aussi des merveilles. Et la première merveille qu'avait trouvée Dirac, c'était cette chose-là. C'était le fait qu'on pouvait penser un entier simplement par cette incroyable petite équation qui est que A étoile moins A étoile A égale 1. Alors, où intervient ce A, ce coefficient A? Il intervient quand on écrit le champ électromagnétique. Donc Dirac a réécrit le champ électromagnétique et au lieu d'utiliser comme coefficient dans les modes de Fourier du champ électromagnétique, au lieu d'utiliser des nombres complexes, A, il a utilisé ces nombres-là. Et il s'est aperçu, de miracle en miracle, il s'est aperçu d'abord qu'il démontrait que les constantes A et B d'Einstein, qu'Einstein avait deviné par ce qu'on appelle Gedanken Experiment, c'est-à-dire par de la pensée pure, il ne savait absolument pas démontrer, Dirac obtenait tout de suite ces constantes A et B d'Einstein, d'émission et d'absorption des atomes. Et puis, Dirac s'est aussi aperçu d'une chose, il s'est aperçu que s'il décrivait le champ électromagnétique comme ça, le nombre de photons n'était plus conservé. Immédiatement après Dirac, son idée a été reprise par d'autres physiciens, et ils en ont déduit que le nombre d'électrons autour de l'atome, etc., n'était pas conservé, donc l'alchimie existe, et que donc on peut transformer des corps qui ont un certain nombre atomique en corps qui ont un autre nombre atomique, et c'est ça le début de toute la physique nucléaire. Donc c'est vraiment un moment absolument extraordinaire, mais c'est un moment dont la racine, si vous voulez, philosophie, mathématique, est incroyablement belle. Parce que qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'à travers la physique, on a trouvé que la notion de nombre à laquelle nous sommes habitués, etc., elle est trop limitée. Et en fait, on a besoin de l'élargir, et on a besoin de permettre cette non-commutation. Alors après, comment est-ce qu'on obtient la loi de Planck, de tout à l'heure? À partir de cette formule, on obtient en prenant ce qu'on appelle un ensemble de Boltzmann, et en prenant la valeur moyenne de l'énergie. Alors quand vous allez calculer ça, comme l'énergie est quantifiée, c'est-à-dire c'est NHU, vous voyez, c'est tous les multiples entiers de HU, vous allez obtenir une série qui va avoir en gros la forme sigma de n y puissance 7 sur sigma de y puissance 7. Et bien ça, je vous demande de vérifier que ça fait y sur 1 y. Bon, il y a peut-être une petite erreur. Comme ça. Et y sur 1 moins y, c'est 1 sur y moins 1. 1 sur y, c'est avec exponentielle moins bêta E. Bêta, c'est 1 sur kt, c'est ce qu'on appelle c'est un coefficient qui dépend de la température. E, c'est égal à h mu, le premier E. Donc vous allez avoir le terme h mu, en fait, sur exponentielle h mu sur kt moins 1. Et ce terme-là, c'est exactement le terme qui apparaît dans la formule de Planck. C'est exactement ce terme. Le terme qui est devant, c'est un terme qui est commun au classique, au quantique. Donc, c'est pas... Alors, on m'a demandé de résumer un petit peu comment j'ai commencé à travailler, etc. Donc, j'ai essayé de trouver le seul moment où
si vous voulez, j'ai commencé à exister dans le paysage mathématique. Et c'était dans l'année 71. Et donc j'avais fait un voyage aux États-Unis. Et j'ai appris aux États-Unis un théorème, je vais vous expliquer, qui est un théorème qui a trait justement à l'expression qu'on avait au tableau. Ici, vous voyez, vous avez cette expression qui est la quantité définie par Boltzmann, ici, c'est-à-dire on fait la somme avec le poids exponentiel moins bêta E, qui est le poids de Boltzmann, et c'est ce qu'on appelle l'ensemble canonique en mécanique statistique quantique. Alors en fait, la relation qu'il y a entre l'état phi et l'évolution dans le temps, qui est engendrée par ce qu'on appelle l'hamiltonien ici, c'est une relation qui a été exploitée par deux mathématiciens japonais, qui s'appellent Tomita et Takezaki. Et dans les années 67-68, il y avait un théorème qui était dû à Tomita et Takezaki, et qui disait que lorsqu'on prend une algèbre de Feynman, donc on a déjà entendu parler dans l'introduction, alors à ce moment-là, il existe un groupe à un paramètre qui est associé à chaque état, peu importe la signification de ces mots. Moi, j'ai commencé à exister dans le paysage lorsque j'ai démontré la chose suivante dans ma thèse, en 72. J'ai démontré qu'en fait, si on changeait la classe, si on changeait l'état dans l'algèbre d'opérateur, dans l'algèbre de Feynman, eh bien en fait, on changeait ce groupe à un paramètre, mais seulement modulo ce qu'on appelle les isomorphismes intérieurs. Alors, qu'est-ce que c'est les isomorphismes intérieurs? Si vous prenez une algèbre et que vous faites de l'algèbre, mais que cette algèbre n'est pas commutative, eh bien, vous avez des transformations de votre algèbre qui seraient idiotes si vous étiez dans le commutatif, parce que Ux, U inverse, ça vaudrait toujours X, et qui ne le sont pas dans le cas non commutatif. C'est ce qu'on appelle des automorphismes qui sont triviaux, qui sont intérieurs. Et ce que j'ai démontré dans ma thèse, c'est que si on ignore ces automorphismes triviaux, eh bien, à ce moment-là, une algèbre d'opérateurs, ce qu'on appelle une algèbre de Feynman, elle évolue dans le temps. C'est quelque chose de merveilleux. Elle tourne avec le temps. Elle a une évolution qui est complètement canonique. Et en particulier, elle a des périodes. Il y a des temps pour lesquels elle ne tourne pas, etc. Et ça a donné une quantité d'invariants, et ça a fait démarrer ce qu'on appelle justement la classification des facteurs. D'accord. Donc c'est comme ça que j'ai pénétré dans le domaine mathématique, et chaque mathématicien est un cas singulier, donc on ne peut pas du tout le donner comme recette aux autres. Mais en tout cas, dans mon cas, ce qui a été extrêmement payant, c'est qu'on m'avait forcé à aller aux États-Unis à une conférence à laquelle, a priori, je savais que je ne comprendrais rien. Et puis, j'y étais quand même allé. Et puis, j'avais acheté par hasard un bouquin, et puis je trouvais que c'était juste un titre d'une des conférences qui était données. Et puis, tout a démarré à partir de là. Donc, je veux dire, ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tous les détails des explications que je fais. Parce que moi, quand j'avais votre âge, j'avais un prof qui nous avait dit il faut absolument que vous alliez écouter des conférences, même si vous ne comprenez pas. Alors, à l'époque, moi, j'avais un copain, et avec ce copain, le but qu'on avait, chaque fois que j'allais avec lui dans une conférence, c'était de le faire tellement rire, avec le fou rire, qu'il serait obligé de sortir. Et alors, donc, on était allé à une conférence comme ça, j'avais réussi mon coup, il a été obligé de sortir avec une découverte. Et ce qui était extraordinaire, c'était que j'avais compris cette conférence que 10 ans après. C'est-à-dire que j'avais gardé dans ma mémoire visuelle une formule que l'orateur avait écrite au tableau, et 10 ans plus tard, j'ai dit merde. Donc, je veux dire, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que justement la physique et les mathématiques, etc., sont un domaine tellement merveilleux qu'en fait, on ne sait pas par où passe l'inspiration. Si vous voulez, et justement, il y a une partie de mystère. C'est-à-dire que si tout était simple, clair, parfaitement compréhensible, comme des petites équations, etc., c'est pas ça qui vous inspirait. Et très souvent, il faut être extrêmement précautionneux, c'est-à-dire garder une partie de mystère. Si quelque chose est totalement compris, etc., ça ne vous inspirera pas forcément. Donc il y a une potentialité énorme au fait justement de garder une certaine